Alors bonjour à tous mes élèves de quatrième, je vous propose une nouvelle vidéo pour étudier ensemble ce chapitre numéro 2 du thème numéro 2 qui est consacré à l'étude du volcanisme. Alors dans ce chapitre on débute par quatre questions. Première question, qu'est-ce qu'une éruption volcanique? Alors ça c'est un rappel du cycle 3, ce que vous avez déjà étudié à l'école primaire. On reverra les bases par la suite. Deuxième question, comment expliquer l'existence de différents types d'éruptions? Si on regarde les volcans, d'abord au niveau de leur forme, ils peuvent être différents, et ensuite, de par leur éruption, ils présentent aussi de nombreuses différences. Il y a des volcans effusifs, des volcans explosifs, pardon. Eh bien, on essaiera d'expliquer les différences, l'origine des différences entre ces différents volcans. Quelle est la structure d'un volcan? Alors ce que vous connaissez jusqu'à présent des volcans, c'est ce qu'on appelle l'édifice, ce que l'on voit en surface. Par contre, on verra qu'en profondeur, il existe d'autres structures que l'on étudiera. Et on terminera par la répartition mondiale des volcans, telle que nous l'avions fait pour l'étude des séismes. On étudiera à nouveau la répartition mondiale des volcans à travers la planète. Alors, première partie, les éruptions effusives du piton de la fournaise. Regardez bien, la deuxième partie, ce sont les éruptions explosives du mont Saint-Hélène. Vous l'avez compris, j'ai choisi deux volcans pour vous étudier les phénomènes volcaniques, le piton de la fournaise et le mont Saint-Hélène. Je vous ai demandé de faire des recherches sur ces deux volcans pour bien vous les approprier, c'est important. Alors, on va commencer par des petits rappels du cycle 3 sur le vocabulaire scientifique. Alors d'abord, qu'est-ce que le magma? Le magma, alors pour expliquer le magma, je vais utiliser un schéma, celui-ci, le schéma structural d'un volcan effusif. Eh bien, il faut savoir que le magma se forme, là on a l'édifice volcanique, et là on descend. Eh bien, le magma se forme en profondeur, vers 40 à 60 km de profondeur. Ici, j'ai noté ces deux symboles. Ça veut dire que vers 40-60 km de profondeur, la pression, P, et la température, T, sont très élevées. En fait, il existe un gradient géothermique. C'est quoi ce gradient géothermique? Eh bien, en fait, plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la pression et la température augmentent. C'est pourquoi, vers 40 à 60 km de profondeur, la pression et la température sont tellement élevées que certaines roches vont fusionner. On ne dit pas fondre, on dit fusionner pour les roches. Ça veut dire que ces roches, qui étaient solides, elles changent d'état, elles deviennent pas totalement liquides, mais elles deviennent pâteuses, plus ou moins fluides. C'est la naissance du magma. C'est pour ça que dans le cours, il est écrit, pour la définition du magma, le magma est composé de roches en fusion. Alors pourquoi en fusion? Parce que en profondeur, la pression et la température sont très élevées, ce qui fait changer l'état de certaines roches. Il est noté aussi de roches en fusion plus ou moins riches en gaz dissous. Alors qu'est-ce que ça signifie ces gaz dissous? Eh bien on revient sur le schéma. En profondeur, là où la pression et la température sont très élevées, eh bien on vient de le voir, certaines roches fusionnent et certains gaz vont changer d'état. Si on prend un gaz, si on le porte à une très haute pression, on le comprime, eh bien à son tour il va changer d'état. Il va passer de l'état gazeux à l'état liquide. Eh bien il faut bien avoir conscience que le magma comporte une quantité non négligeable de gaz, mais de gaz dissous. Ils sont comprimés, donc ils sont à l'état liquide. Voilà, donc on a défini le mot magma. On va définir maintenant le mot éruption. C'est quoi une éruption volcanique? C'est très simple. Une éruption volcanique, c'est lorsque le magma arrive en surface. Lorsqu'il arrive en surface, on parle d'une éruption volcanique. Ensuite, on utilise aussi le mot lave. Quelle est la différence entre le mot magma et le mot lave? C'est très simple. Dans le magma, il y a encore des gaz, et dans la lave, il n'y a plus de gaz. Donc on pourrait dire que la lave, c'est du magma dégazé. Voilà, ça c'était les rappels du cycle 3. On va pouvoir commencer maintenant le programme de quatrième. Alors, je n'insiste pas sur la présentation du volcan, le piton de la fournaise, dans la mesure où vous avez déjà effectué les recherches. J'insiste uniquement sur le fait que ce volcan est situé
dans l'océan Indien, sur l'île de la Réunion. C'est un volcan très actif, l'un des plus actifs à la surface de la planète, et c'est un volcan effusif, ce que l'on appelle aussi les volcans rouges. Alors la première partie, l'objectif de la première partie, c'est d'expliquer les éruptions effusives. Pour cela, je vais utiliser le schéma bilan, pas le schéma bilan, le schéma structural, dès que j'y arrive, le schéma structural d'un volcan effusif que vous avez sur le site. Alors, on va tout reprendre depuis le début. On va aller vers 40 à 60 km de profondeur, c'est-à-dire là où le magma se forme. Donc, formation du magma vers 40 à 60 km. La pression et la température sont très élevées. Que se passe-t-il lorsque le magma s'est formé? Eh bien, ce que vous voyez ici, ce sont des failles. Comme le magma est sous pression, il essaye de remonter. Donc, il va remonter par ces failles jusqu'à une grande structure que l'on retrouve vers 10 à 30 km sous le volcan. C'est ce que l'on appelle la chambre magmatique. Eh bien, le magma va donc aller dans cette chambre magmatique et il va circuler très lentement, à quelques centimètres par jour, toujours dans le même sens, il va circuler dans cette chambre magmatique. Et en fait, tout s'arrête à ce niveau-là. Jusqu'au jour où la pression va fortement augmenter dans la chambre magmatique. Comme la pression augmente, eh bien, le magma va commencer à remonter en surface en empruntant tout un réseau de failles. Donc il va suivre le chemin des failles. Ces failles, ce réseau de failles, on appelle ça la cheminée. Alors, ce qu'il faut savoir, sous le piton de la fournaise, le magma est très fluide. C'est la particularité du piton de la fournaise. Son magma est très fluide. Et donc ce magma, dans la mesure où il est fluide, pas liquide ni pâteux, fluide, il va pouvoir remonter par ce réseau de failles. Lorsque le magma arrive en surface, on l'a vu précédemment, on parle d'une éruption volcanique. Et là, on va voir toutes les caractéristiques d'une éruption effusive. Je vous rappelle que ce magma est fluide et que ce magma comporte une quantité non négligeable de gaz dissous. Il y a des gaz qui sont comprimés, donc qui sont à l'état liquide. Et bien lorsque le magma arrive en surface, eh bien, on a une chute sensible de la pression. La pression, c'est la pression atmosphérique qui est très faible. Ça veut dire que tous les gaz qui sont contenus dans le magma et qui sont à l'état dissous, eh bien, vont changer à nouveau d'état pour redevenir à l'état gazeux. Et donc, on va avoir un dégazage. C'est ce que vous voyez ici. Ce dégazage, c'est lui qui va engendrer des projections de lave. Alors, si vous voulez une image, pensez tout simplement à une casserole. Quand vous faites bouillir de l'eau, lorsque l'eau bout, c'est ce phénomène. Vous avez un phénomène de dégazage. C'est la vapeur d'eau qui s'échappe. Et bien là aussi, lors de l'éruption du piton de la fournaise, eh bien cette éruption effusive, elle est caractérisée par un dégazage. Ce dégazage va engendrer des projections de lave et quand le cratère est rempli, eh bien il déborde et ça va donner naissance à des coulées de lave. Eh bien ce sont ces coulées de lave qui petit à petit vont construire l'édifice volcanique et lui donner cet aspect conique. Lorsque les coulées de lave vont refroidir, eh bien ça donnera naissance à des roches volcaniques que l'on appelle du basalte. Toutes ces projections de lave qui vont retomber sur les flancs du volcan et qui vont insister sur cet aspect conique du volcan, eh bien ça nous donnera des roches très particulières. C'est ce que l'on appelle des scories, que je vous présenterai en classe. Voilà, on vient d'étudier toutes les caractéristiques du volcanisme effusif. On va passer maintenant au deuxième type d'éruption étudié en classe, les éruptions explosives du mont Saint-Helens. Alors, présentation très rapide du mont Saint-Helens, c'est un volcan explosif, très explosif. Son explosion en mai 1980, c'est la plus forte explosion qu'on ait jamais enregistrée auparavant à la surface de la Terre. Et je vous conseille de voir des vidéos sur Internet montrant les quelques images de l'explosion du mont Saint-Helens dans la mesure où beaucoup de caméras ont disparu suite à cette explosion. Alors juste pour information, l'explosion du mont Saint-Helens c'est l'équivalent de l'explosion simultanée de 27 000 bombes atomiques. Voilà, donc c'est tellement puissant qu'on ne peut pas y associer d'image. Alors, quelle est la différence entre un volcan effusif et un volcan explosif? Je vais prendre cette fois-ci le schéma structural d'un volcan explosif que vous pourrez retrouver sur le site. Vous allez voir, il y a quelques similitudes avec les volcans effusifs, mais quelques différences. Comme pour les volcans effusifs, sous le mont Saint-Helens, vers 40 à 60 km de profondeur,
Dans la mesure où la pression et la température sont très élevées, eh bien, du magma va se former, c'est-à-dire des roches vont fusionner, et ça va donner du magma qui sera très riche en gaz dissous, hein, des gaz donc sous pression qui sont à l'état liquide. Ce magma va venir s'installer dans la chambre magmatique, puis il peut y rester pendant des siècles, parfois même des milliers d'années, jusqu'au jour où eh bien, la pression va augmenter. Ça veut dire que ce magma va être poussé vers la surface. Alors comme c'est un magma, hein, tous les magmas qui sont riches en gaz dissous, ce sont des magmas qui sont visqueux, très pâteux. Hein, c'est à l'inverse du magma très fluide du piton de la fournaise. Là, on a un magma très visqueux qui va mettre beaucoup de temps pour remonter, parce qu'il va remonter au travers de failles, hein, ce qu'on appelle la cheminée. Donc ce magma visqueux va remonter très très lentement. Alors lorsqu'il va arriver au sommet du volcan, eh bien, le magma sera piégé. Il sera piégé par ce bouchon que l'on voit ici. C'est ce que l'on appelle un dôme. C'est quoi ce dôme? Eh bien, c'est le résultat de l'éruption précédente. C'est du magma, hein, qui a donné une lave très très épaisse, très pâteuse, qui ne s'est donc pas écoulée sur les flancs du volcan et qui a formé au contraire une sorte de bouchon. Donc le problème, lorsque le magma visqueux remonte, eh bien ce magma ne peut pas sortir parce qu'il est piégé par ce bouchon, par le dôme. Et de plus, ce magma, dans la mesure où il est visqueux, il est très très riche en gaz dissous. Mais en remontant, la pression baisse, donc ces gaz vont revenir à l'état gazeux, ce qui va faire gonfler le magma et donc gonfler l'édifice volcanique. Juste avant son explosion, le Sainte-Hélène s'est mis à gonfler, gonfler, gonfler. En fait, ça donne, hein, ces gaz qui sont piégés, ça va donner un pouvoir explosif au volcan. Et au bout d'un moment, la pression des gaz est tellement importante que ça va faire exploser le volcan. D'où l'expression volcan explosif, éruption explosive. Et lorsque le volcan explose, eh bien ça va libérer tous ces gaz, ça va donner naissance à cette grande colonne éruptive, hein, composée de cendres et de poussière volcanique, c'est ce que l'on appelle un panache. Et ce panache, au bout d'un moment, il est tellement concentré qu'il va s'effondrer sur lui-même, et il va donner naissance à une sorte d'avalanche de gaz, de poussière, de cendres volcaniques. Alors, c'est ce que l'on appelle une nuée ardente. La nuée ardente, elle présente deux caractéristiques importantes. Elle est très très rapide, hein, 350-400 km/h, et sa température est très très élevée, à peu près 350 degrés Celsius, 400 degrés Celsius. Voilà les caractéristiques du volcanisme explosif. Hein, c'est ce que vous retrouverez ici. Alors dans la troisième partie, on se donne pour objectif d'étudier la structure du volcan. C'est ce que l'on vient de voir au travers des deux schémas structuraux que l'on vient d'étudier. Je vais insister sur la dernière partie, la quatrième partie, qui a pour objectif d'étudier la répartition mondiale des volcans. Pour cela, il faut aller sur cette animation. Et dans cette animation, vous allez retrouver donc ce planisphère. Et quand on clique sur répartition du volcanisme, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que les volcans ne sont pas répartis de manière aléatoire à la surface de la Terre. Au contraire, ils sont répartis dans certaines zones. Tout ce qui est en bleu, ce sont des volcans explosifs. Eh bien, on remarque, regardez bien la souris, quand je fais le tour de l'océan Pacifique, eh bien, on remarque qu'il y a une ceinture de volcans explosifs. C'est ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique. 75% des volcans et des séismes sont situés dans cette zone-là. Ensuite, avec beaucoup de surprises, on remarque qu'au milieu de l'océan Atlantique, au milieu de l'océan Indien, et ici dans l'océan Pacifique, il y a une très forte activité volcanique, une activité volcanique sous-marine. En fait, il s'agit des dorsales océaniques. On a découvert que, au milieu des océans, il existe une très grande quantité de volcans, hein, qui se suivent. Ces volcans, donc, ils sont situés dans l'océan Atlantique, au milieu de l'océan Atlantique. Au milieu de l'océan Indien, hein, c'est à peu près 65 000 km de chaîne volcanique. Ils sont situés à peu près à 2 km sous la surface de l'eau et ils ont en moyenne une envergure de 1000 km de largeur. Donc cette chaîne volcanique, on l'appelle la dorsale océanique. Alors quelle est l'origine du mot dorsale? Eh bien, en observant la forme de la dorsale océanique de l'océan Atlantique, ça nous a rappelé en quelque sorte la colonne vertébrale de l'être humain qui présente une double courbure. Donc la colonne vertébrale étant en position dorsale, voilà l'origine du mot dorsale océanique. Et on remarque, il faut le signaler par-ci par-là, quelques volcans isolés. Alors, petite remarque, je vais rajouter la répartition mondiale des séismes, et qu'est-ce que l'on remarque? On remarque une très forte similitude entre la répartition mondiale des séismes et la répartition mondiale des volcans. Eh bien, à la fin du chapitre, on se pose la question suivante, comment expliquer cette similitude? Pour répondre à cette question, il faudra étudier les chapitres 3 et les chapitres 4.
Alors une fois que vous aurez terminé de bien étudier ce chapitre 2, je vous conseille fortement de bien vous entraîner tout seul à faire l'auto-évaluation. Si vous n'y arrivez pas, il faut revenir en arrière. Et le jour où l'auto-évaluation sera bien maîtrisée, et lorsque je vous le demanderai, eh bien vous passerez au QCM 7. Voilà, ici dans les médias, j'ai mis une vidéo. Ça, c'est l'explosion du Mont Saint-Helens, si vous voulez la voir. Il y a d'autres vidéos sur Mont Saint-Helens. Et si vous voulez suivre l'activité volcanique du Piton de la Fournaise en direct, voilà, là vous serez dirigé vers une webcam. Voilà, et ici vous avez un article d'une éruption d'un volcan japonais qui peut être intéressant. Voilà, bien écoutez, travaillez bien et je vous souhaite bien du courage.